Avocate au barreau du Bénin depuis 31 ans, consultante internationale en droit de l'homme et en genre, accompagnatrice en développement personnel, consul honoraire de la Norvège au Bénin, présence au niveau national. Elle a été secrétaire générale adjointe de l'Association des femmes juristes du Bénin. Est membre fondateur de Sociologue Bénin, dont elle a été coordonnatrice adjointe. Est membre fondateur et a été coordonnatrice nationale du réseau ULDAF Bénin. Ex-secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Elle est depuis peu présidente de la dite institut. Elle est mariée et mère de 3 enfants. Il s'agit de l'avocate bilingue Huguette Bokbe-Nyakaja, présidente de l'Institut national de la femme. Et c'est en cette qualité que nous la recevons ce samedi sur notre émission Politiquement féminin. Kana dimi mani mabama, gana dimi toro mani mabama, gana dimi waraba. Mesdames et messieurs, bon après-midi, vous êtes sur EZAE Télévision et c'est votre émission Politiquement féminin de cet après-midi. Nous recevons une dame, une femme leader, aux multiples casquettes. On a juste fait un bref condensé et avec elle, nous allons discuter autour de la thématique campagne de sensibilisation contre les violences et le harcèlement de l'INF, tenant et aboutissant. Donc, vous avez compris, nous recevons la présidente de l'Institut national de la femme, Maître Huguette Bokbe-Nyakaja. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Alors, on a essayé de concocter quelque chose rapidement par rapport à votre présentation. C'est vrai qu'on n'a pas tout pris, mais on a quand même essayé. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation? En fait, je voudrais d'abord vous dire merci, parce que c'est un honneur. Je crois que ça montre bien que vous me connaissez depuis un bon bout de temps et que vous êtes très bien renseigné sur mon parcours. C'est à la fois un honneur, mais c'est toujours à chaque fois un sentiment comme un renouvellement d'une responsabilisation et le sentiment que je dois continuer d'avancer et que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ma raison d'être. Défendre les droits des femmes, c'est mon carburant. Donc, voilà. Merci. Alors, voilà, c'est Politiquement féminin. Hein, donc, l'entretien tout à l'heure, pardon, ce sera avec moi. Alors, comme vous êtes notre invité privilège, notre invité de luxe, vous aurez droit tout à l'heure à un petit brunch. Vraiment, vous allez apprécier. D'accord. Alors, nous allons commencer. Actualité oblige, hein, nous allons un peu nous rendre très rapidement du côté du pays de l'oncle Sam. On a vu le 5 novembre, les Américains ont encore préféré un homme au détriment d'une femme. Ouais. Disons que la première leçon que j'ai tirée de ces élections, c'est qu'il n'y a rien de plus important en politique que la perception. D'abord, avant même de parler on va dire, de ce que les hommes pensent des femmes, etc., d'une femme qui va prendre le pouvoir, c'est la perception. Parce que quand vous prenez Trump, il a tout pour être, on va dire, détestable pour ce qui concerne le politiquement correct. Il a tout pour être détestable. Mais c'est un génie de la campagne. C'est un génie de la parole. Il fait parfois des phrases courtes, mais qui marquent les mémoires. Ensuite, encore une fois, la parole, la capacité de persuasion, elle est très forte parce que ceux qui ont voté, c'est aussi ceux qui ont acquis la conviction grâce aux propos de Trump qu'on lui avait déjà volé une première victoire et qu'il n'était pas question qu'on lui vole la seconde. Et dans un tel enjeu, il est difficile, surtout pour un cheval qui, normalement, devait être gagnant, mais qui est arrivé en cours de chemin, et qui plus est à une femme, de s'en sortir. Moi, je trouve qu'elle s'en est extrêmement bien sortie. Quand je vois le pourcentage
grands électeurs qui ont voté pour elle. Mais il reste quelque chose. C'est que ces élections ont montré aussi deux clans. Le clan qui supporte l'homme et le clan qui supporte la femme. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas sûre que les États-Unis soient prêts à voter unanimement pour une femme à la tête de ce que j'appelle un continent. Un continent. Parce qu'ils le vivent ainsi. Donc, voilà ce que je peux vous dire. C'est-à-dire, il y a plusieurs angles qui interviennent dans ces élections. Et je pense que pour une femme, elle a battu un bon combat et que les électeurs le lui ont également bien rendu. Ce n'est pas une défaite, non, c'est une défaite honorable. Oui, pourrait-on dire. On va dire ça, parce qu'elle elle est arrivée quand Ah ouais. Beaucoup de gens, j'écoutais sur RFI, un Congolais, je crois, qui a épousé une Américaine, qui disait que le jour où Joe Biden a renoncé et que c'est elle qui est venue, qu'il a dit, c'est Kamala Harris qui va se présenter. Il a dit que toute la table, ils étaient une douzaine. Tous lui ont dit, who is Kamala Harris? Donc, il y a aussi le fait qu'elle n'a pas encore marqué les esprits. Exactement. Par une présence, par des actes. Et il faut reconnaître que de façon extrêmement désagréable, le candidat Trump sait comment vous abattre avec des toutes petites phrases, mais qui sont des phrases qui restent dans la mémoire. Mais je pense quand même que, vous savez, ce combat, c'est une entité sociologique. Okay. Je pense qu'il faut un peu de temps encore pour que certaines citadelles soient prises. Mais je reste profondément optimiste. Alors, justement, qu'est-ce que l'Institut national de la femme? Alors, l'Institut national de la femme, je vais dire, c'est un mécanisme, c'est un recours, c'est un outil de promotion, c'est un instrument de transformation sociétale. Nous avons une mission, je vais encore utiliser le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, une mission qui s'attaque à deux entités sociologiques. Premier volet de notre mission, promouvoir le leadership féminin. Deuxième volet, lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard de la femme. Ce sont l'une des choses les plus compliquées à obtenir, je veux dire, en fixant un délai très bref. Non, parce que à partir du moment il s'agit d'une transformation sociétale, ça va prendre du temps, premièrement, et ça donne l'impression à une frange de la population d'être visée, en même temps que c'est cette même frange de la population qu'il faut allier à sa cause pour pouvoir réaliser cette transformation sociétale. Donc, voilà l'Institut national de la femme, voilà notre mission. Alors, la toute première, oui, vous avez cité, mais la toute première, celle qui fait de vous l'Institut national de la femme, où toute femme peut se reconnaître. Alors, c'est libérer la parole des femmes, et pour celles qui ont le courage d'aller en justice pour réclamer que justice soit faite, pour réclamer qu'un tort qui leur a été causé soit réparé. Et là, je parle bien sûr des violences basées sur le genre, c'est de les accompagner jusqu'au bout. Et même de se substituer à elles si jamais à un moment donné, elles s'essoufflaient ou renonçaient parce que, ayant peur des représailles, ayant peur de ce qui pourrait leur arriver, c'est aller jusqu'au bout. Et ça, c'est le pouvoir que la loi a donné à l'Institut national de la femme. C'est peut-être ça qui en fait un instrument assez particulier. Parce que le volet judiciaire était un peu comme un maillon manquant. Mais ce volet ne pouvait pas se développer si la parole n'était pas libérée. Donc aujourd'hui, les femmes ont de plus en plus le réflexe, quand elles veulent aller jusqu'au bout, de dire « je veux aller en justice, je veux me faire accompagner ». Est-ce que vous avez l'impression que, comme vous parlez de libération de la parole, est-ce que vous avez l'impression que la femme béninoise s'est véritablement libérée de cette parole, ou alors c'est tout un processus? Alors, je dirais que c'est tout un processus, mais je dirais que c'est ce combat que nous le menons en tandem avec
le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Pourquoi? Parce que c'est ce ministère qui a la charge de l'autonomisation de la femme et que l'expérience nous a montré très clairement que nous avons deux catégories, on va dire, de victimes. Celles qui sont financièrement autonomes ont beaucoup plus un souci de, un peu le qu'en dira-t-on. C'est pas qu'est-ce qui va m'arriver, mais c'est qu'est-ce qu'on pense de moi. Mais les autres, celles qui dépendent financièrement de l'auteur de la violence, c'est une autre question qu'elles se posent. C'est qu'est-ce que je vais devenir et c'est qu'est-ce que mes enfants vont devenir. Donc, tout dépend aussi de, comment dirais-je, de la possibilité ou du choix que la femme a le sentiment d'avoir pour dire non ou alors de considérer que c'est son karma et de vivre ce karma. Voyez-vous, donc, voilà, c'est selon. Et donc, je ne sais pas si cette expression existe, mais moi, je l'utilise, je ne sais pas si j'en suis l'auteur, je n'ai pas cette prétention, mais j'ai souvent parlé à côté de l'autonomisation économique, de l'autonomisation psychologique, de l'autonomisation émotionnelle, parce que c'est elle qui permet de se libérer de l'emprise et qui va faire qu'on va regarder la personne et qu'on va lui dire de façon autonome, non, je veux que tu arrêtes de me tabasser tous les jours, je veux que tu arrêtes de m'insulter, je veux que tu arrêtes de dire que je ne vaux rien, que je ne suis rien. Voyez-vous. Donc, voilà. Alors, on a certains citoyens qui estiment que votre institution n'a pas sa raison d'être. Certains estiment même qu'à la limite, c'est une institution qui vient encore gonfler la sphère des institutions dans notre pays. Alors, à cela, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je leur dirais de venir passer une journée à l'INF, de rester aux côtés de la réceptionniste des plaintes, chez qui les victimes qui viennent font elle les reçoit pour une audition sommaire. Donc là, ce samedi, vous pouvez regarder la caméra et dire à nos téléspectateurs que, effectivement, Madame la Présidente, la caméra c'est de l'autre côté, qu'effectivement, il y a plein de Béninoises et même des Béninois qui viennent au niveau de l'Institut. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut venir passer une journée dans les couloirs de l'INF, dans la salle où la réceptionniste reçoit une à un les victimes ou les dénonciateurs et faire une audition d'abord sommaire avant que l'entretien vraiment qui va en profondeur n'ait lieu avec les victimes. Vous serez étonné de ce dont les Béninois du sexe masculin sont parfois capables. Je ne dis pas que tous les hommes sont mauvais, loin, loin, loin de là. Mais je vous dis que dans ce pays, il se passe des choses incroyables que certains hommes estiment qu'ils peuvent faire à leurs femmes, à leurs compagnes, à leurs épouses. Donc c'est pour vous dire que l'Institut national de la femme n'est pas un institut de plus. Nous allons créer sans doute plus d'occasions pour parler du travail que nous faisons. Mais si vous saviez aussi le nombre de petites filles violées par des adultes que nous recevons, que nous défendons, la réparation de l'être à laquelle nous contribuons à l'Institut national de la femme. Et on va dire notre contribution à ce que justice soit rendue pour que aussi la justice joue son rôle dissuasif. Vous ne diriez plus la même chose. Ce que je sais aussi, c'est que aussi il y a certains qui disent que nous sommes inutiles parce que le combat que nous menons crée chez eux un sentiment d'insécurité, à savoir qu'ils vont perdre en domination, ils estiment qu'ils vont perdre en autorité, ils vont perdre en pouvoir ou en droit de frapper impunément, en droit de maltraiter impunément. Oui, je sais qu'il y a des hommes que ça n'arrange pas, que l'Institut a été créé parce qu'avant, ils pouvaient aller dans le salon de coiffure de leur épouse et tout casser. Ils pouvaient aller dans le salon de couture et puis saisir les machines et puis casser les portes ou alors fermer et dire, bon ben, tu arrêtes ça, tu viens rester à la maison. Donc, c'est vrai, je peux comprendre. Et comme toute transformation sociétale, c'est difficile. Mais je pense que les personnes qui le disent, je vous invite à
devenir des alliés du combat que nous menons. Certainement que les gens ont besoin des journées portes ouvertes. Hein. Il va y en avoir. Alors, justement, nous allons évoluer dans notre entretien. Madame la Présidente, depuis quelques semaines, votre institut a entamé une campagne de sensibilisation dans différentes communes de notre pays, le Bénin. Pourquoi? Oui, et en cela, je sais gré à la secrétaire exécutive pour les semaines qu'elle a passées sur le terrain pour faire ce travail de sensibilisation. Le sujet de la sensibilisation, c'est le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Comment je peux dire ça? Plus jeune, plus on parlera à des enfants très jeunes, plus on les sensibilisera, plus on a de chances d'avoir une nouvelle génération de jeunes adultes et d'adultes qui font cultiver le respect et la dignité qui sont dus à la femme et qui vont devenir aussi des acteurs de la sensibilisation à la non-violence. Voyez-vous, le devoir d'informer est un devoir qui doit être exercé aux enfants quand ils sont tout jeunes. Parce qu'en réalité, les biais apparaissent déjà quand on est tout jeune. Vous prenez une famille, déjà à partir d'un certain âge, certaines tâches seront nécessairement dévolues aux filles et les garçons seront épargnés par rapport à ces tâches-là. Et c'est pareil à l'école. À l'école, les garçons vont se dire les filles ne devraient pas parler, vont monopoliser la parole, ne liront pas des filles comme responsables, etc. Donc, si on s'y prend tôt, on va espérer que quand on est jeune, l'assimilation, la capacité d'absorption et la capacité de, comment dirais-je, de ne pas prendre parti de façon systématique, cette capacité à prendre parti de façon systématique n'existe pas encore. Et puis, il est important aussi de prévenir les comportements abusifs en milieu scolaire. Parce que si vous leur inculquez le respect de la dignité, le respect de l'égalité, de chance, de l'égalité, d'opportunité, de l'égalité, de droit, dès le plus jeune âge, ils vont grandir avec. Et ça deviendra naturel dans leur relation avec les filles. Ils deviendront des amis des filles. Ils deviendront des protecteurs des filles. C'est-à-dire, si un garçon veut brimer une fille, un autre garçon pourra se mettre à côté de la fille et de dire « tu ne peux pas faire ça ». Pourquoi avoir ciblé aussi les collèges? Parce que c'est le lieu de l'éducation, c'est le lieu du savoir. Si on ne promeut pas un environnement scolaire sécuritaire et sain, ben, ça veut dire que les filles n'auront pas la même chance que les garçons d'évoluer dans leurs études en toute sérénité, en toute sécurité. Il ne faut pas oublier aussi que c'est à ce même âge que la sexualité se développe, c'est à ce même âge même que le développement personnel commence. Donc c'est une période critique où tout commence bien pour bien finir, où tout commence mal et finit mal. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur de vous mettre plus tard des parents à dos lorsque vous vous rendez au niveau des CEG, parce que entre ce qu'on vous dites, les échanges que vous avez avec les apprenants au niveau des CEG et le rendu que parfois certains enfants vont faire à la maison à leurs parents, quand on sait que nous avons une population analphabète. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver face à des parents qui ne sont pas d'accord ou qui ne sont pas d'avis, ou des parents qui se diront plus tard que vous êtes en train de bourrer la tête surtout de leurs enfants pour leur faire comprendre que non, elles ont les mêmes droits que les hommes, alors que dans nos contrées, on sait toujours que l'homme, c'est l'homme. Je comprends votre préoccupation. Elle est liée aussi au fait que, on va dire, le dialogue parent-enfant n'est pas forcément présent. Même en ville, il n'est pas nécessairement présent. Mais le message qui est envoyé, le message qui est partagé, et d'ailleurs la structuration de cette sensibilisation est basée d'abord sur un dialogue. C'est vraiment un entretien ouvert où on met les enfants à l'aise et ils disent ce qu'ils ont envie de dire et on leur répond. Mais le message qu'on envoie est un message qui est un message transposable, un message qu'ils peuvent partager
avec leurs parents sans que les parents n'aient le sentiment qu'on est en train de leur bourrer la tête ou de venir, on va dire, de contrecarrer l'éducation qu'ils donnent aux enfants. En général, les enfants, quand ils comprennent bien les choses, ils savent comment les transcrire aux parents. Mais ce que vous dites est aussi une invitation à faire en sorte qu'à côté des sensibilisations que nous faisons dans les milieux scolaires, même si le message que nous envoyons, nous l'envoyons aussi indirectement aux parents, c'est aussi de venir en aide aux parents, qui ne sont pas forcément outillés. On parle tout le temps de oui, il faut promouvoir le dialogue parent-enfant, mais il y a des parents qui ne sont pas outillés pour mener ce dialogue. Donc, je pense que votre question me fait réfléchir et me donne l'occasion de partager l'idée qu'il faut combiner cette sensibilisation avec aussi des entretiens avec les parents. Alors, on a parlé de la violence et du harcèlement. Nous savons tous que ces deux mots sont aussi vieux que le monde. Alors, lorsque vous avez parcouru ces différents établissements du nord au sud, lorsque vous avez discuté avec les apprenants et avec quelques parents, y compris même les enseignants, est-ce que vous avez eu l'impression que le résultat cherché sera atteint? Oui, parce que dans les sensibilisations antérieures, il y a quelques années, il n'y avait pas... Laissez les enfants parler aujourd'hui, c'est ce que nous disons. La parole aux enfants. Faites de la place aux enfants. C'est pour ça que le socle de cette sensibilisation, c'est justement un débat avec les enfants. Je pense que les choses ont évolué. Et puis nous sommes dans une matière où la matière des droits de l'homme, de façon générale, aucune ancienneté d'un fléau ne peut justifier le fait qu'on arrête de faire le combat. Voyez-vous, c'est un combat qu'on fera tout le temps. Mais moi, je crois, parce que moi, je suis quand même dans de l'activisme dans ce domaine, ça fait quand même des décennies. Moi, je crois qu'on a avancé. Parce que nous venons avant, on n'allait pas dans les écoles donner la parole aux enfants pour leur dire « dites ce que vous pensez librement ». Non, on allait vers les enseignants. Les élèves, eux, si on allait devant eux, c'était pour leur... c'était presque pas de l'information, mais c'était en fait, on venait leur donner un peu comme un petit cours. Puis ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, on leur offre l'opportunité de prendre la parole et on leur demande de dire avec leurs mots et selon leur méthode ce que nous voulons faire passer comme message. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont des slameurs, qui sont des danseurs, des danseuses et qui passent le message de tout ce qui concerne les infractions qui sont commises, qui constituent des VBG. Vous n'avez pas idée de la diversité des méthodes de sensibilisation que les jeunes utilisent pour parler aux jeunes. Il y a la meilleure façon, c'est de partager avec eux pour qu'eux-mêmes deviennent des personnes qui sensibilisent les personnes de leur âge. Parce que quand les jeunes se parlent entre eux, il y a forcément des consensus qui naissent. Donc, moi, je reste très optimiste. Je suis persuadée que, à force de le faire de façon constante, il y aura une génération va sourdre de cet effort constant pour les faire parler, pour partager leurs angoisses et pour, comment dirais-je, leur apporter des éléments d'information, comment se défendre, comment se protéger, comment déceler un comportement qui vient vers du harcèlement sexuel, comment s'auto-protéger, comment dénoncer, vers qui aller, etc. À force de le faire et à force de les laisser exprimer à leur propre manière comment ils rendraient ce qu'on a partagé avec eux, je pense qu'on va arriver à une génération d'adultes qui se respecteront l'autre, comprendront l'égalité de traitement due à l'homme comme à la femme et deviendront aussi à leur tour des défenseurs contre les violences basées sur le genre. Alors justement, quand on parle de harcèlement, est-ce que vous n'avez pas peur qu'au niveau de l'Institut national de la femme, est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver dans la spirale des règlements de compte quand on sait comment un peu ça se passe dans nos établissements où peut-être il y a une élève qui est amoureuse de son professeur sans que ce dernier ne prête vraiment attention. Bon, est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver dans ce piège-là?
Je pense qu'il y a un manteau que nous n'allons pas refuser de porter. Lequel? Le manteau de, comment dirais-je, le manteau de gens qui sont venus gâcher certaines ambiances. Le manteau de gens qui sont après les hommes. Le manteau de gens qui sont des troubleurs de fêtes, etc. Ça, on ne va pas refuser. Il peut y avoir aussi des situations accidentelles. Mais le message que nous devons passer, c'est d'ailleurs pour ça que la loi est claire. La loi ramène chacun à la place qui est la sienne dans le cadre scolaire, éducationnel, du primaire jusqu'à l'université. À savoir que l'enseignant, c'est lui qui apporte le savoir aux jeunes et qui doit rester à la place de l'enseignant. À savoir que le jeune est celui qui reçoit l'enseignement et qu'il ne peut pas y avoir entre l'apprenant et l'enseignant une relation de nature à mettre en péril les résultats de celui qui est enseigné, la psychologie de l'enseigné, etc. Donc, le lien hiérarchique, le lien vertical qu'il y a entre l'enseignant et l'apprenant, c'est ça qui est établi par la loi. Et on dit, tant que vous êtes dans le cadre de l'enseignement, à l'école, vous restez dans vos rôles, à vos places respectives. En principe, ça ne devrait donner lieu à aucun problème. C'est vrai qu'on peut pas contrôler non plus ce qui se passe en dehors de ce cadre-là, mais quand on entre dans ce cadre, un enseignant et son apprenant ne peuvent développer des relations amoureuses parce que c'est forcément au détriment de l'apprenant qui est en situation de dépendance, on va dire, éducationnelle, de dépendance morale vis-à-vis de l'enseignant. On ne peut pas avoir un professeur qui, le matin, enseigne les mathématiques à une élève et qui, le soir, lui envoie des mots doux. Ça va embrouiller l'enfant. Oui, mais là, qu'est-ce que vous faites de ces élèves aguicheuses, de ces élèves allumeuses, qui parfois ne laissent pas les enseignants tranquilles? Ça veut dire qu'on a comme l'impression que vous faites plus la part belle aux élèves. Est-ce que quelque part, dans certaines situations, elles aussi, elles ne sont pas fautives? Non, puisque ces filles-là, on leur parle. Et quand on leur parle, on réalise le plus souvent que il leur manque quelque chose. Quoi? Il leur manque, parfois, vous allez être surprise, il leur manque l'affection parentale. Okay. Il leur manque la voix parentale qui leur dit « Je t'aime, tu as de la valeur, tu es quelqu'un de spécial et autres. » Et c'est leur façon, dans cette forme d'insécurité identitaire, de dire je veux montrer de quoi je suis capable. Personne ne me dit jamais que je suis quelqu'un. Je veux montrer que je suis quelqu'un. Ça va vous paraître bizarre, mais quand on creuse et qu'on rentre dans des discussions individuelles, personnelles, avec les jeunes qui sont dans l'outrance et dans les comportements pas normaux, je ne les excuse pas. Mais j'explique ce que j'entends et ce que je partage avec les jeunes. En général, ils sont dans une détresse affective et dans une inattention de la part. Ils sont dans une espèce d'invisibilité familiale qui font qu'ils développent leur propre façon de se rendre intéressants. Maintenant, il y a aussi celles qui sont paresseuses, à qui on dit, tu ne peux pas réussir par la paresse. Tu ne peux réussir que par certaines valeurs. Mais l'autre chose que je voudrais en profiter pour dire, c'est que si un enseignant est harcelé par une élève, rien ne l'empêche de porter plainte. Le harcèlement sexuel, c'est dans tous les sens. Okay. Tout le monde peut être victime, tout le monde peut être auteur. Si un enseignant se sent victime d'un harcèlement sexuel, il est passé dans sa position d'autorité, s'il établit qu'il est passé par... parce qu'il peut signaler ça au supérieur hiérarchique. Il peut admonester l'élève et lui dire « arrête-moi ça ». Il a l'autorité qu'il faut pour le faire. Il peut prévenir les parents de l'élève. Donc, il a tous les moyens pour se plaindre et pour se défendre. Voilà, dans l'introduction, je vous ai promis que vous aurez droit à une surprise. Donc, c'est le moment de faire entrer le loup et la louve de ce samedi.
Voilà, ils sont déjà confortablement installés. Le loup et la louve. Bonsoir Carl, bonsoir Billy. Bonsoir, Tati. Alors, la surprise, c'était juste le duel, hein, Madame la Présidente. Donc, je vous laisse avec Billy et Carl. Faut pas la déchirer, parce qu'on a encore besoin d'elle. Ouais, La lutte elle nous est continue. précieuse. Voilà, ok. Voilà, allez-y. Ok, bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Monsieur le loup, je vais bien. Je vais avouer d'entrée que j'ai beaucoup d'admiration pour votre personne. Merci beaucoup. C'est vrai que je vous ai déjà vu dans plusieurs autres positions, notamment avec les femmes juristes et autres choses que je ne vais pas évoquer. Je vous ai également vu aux côtés d'un homme que je respecte beaucoup. Et c'est même un honneur pour moi de me retrouver en votre face aujourd'hui. Et je vais vous dire tout de suite, vous avez dit au cours de cet entretien que, en fait, défendre la femme, c'est ce qui compte le plus pour vous. Et nous avons évoqué le cas de la présidentielle américaine dans cette émission. Mais je voudrais vous demander, il y a eu des femmes qui ont été candidates à la présidentielle au Bénin. Est-ce qu'il vous est arrivé de les soutenir vraiment? Je vais être très honnête avec vous. Je ne peux pas soutenir une femme en politique pour les élections présidentielles. Je ne peux pas soutenir une femme juste parce qu'elle est une femme. Ça, je vais être très honnête. Ces femmes-là, je les connais, j'ai beaucoup de respect pour elles, j'ai des relations avec elles. Mais en politique, tout le monde cherche un chef d'État. Quand je dis chef, c'est vraiment au sens neutre. Oui. Ça fait quoi? Ça fait que c'est par rapport aux convictions de la personne, c'est par rapport au programme économique, tout ça, que la personne présente, qu'on se fait ses opinions. Et ça fait quoi? Ça fait que si une femme emporte de façon égale ma conviction, de façon égale à la conviction qu'un homme a emporté en ce qui me concerne, Oui. je voterai pour la femme. Parce que je suis féministe. Carrément. Je veux dire, je suis de ceux pour qui, à compétence égale, à capacité d'incarner un chef d'État, capacité égale entre un homme et une femme, je prendrai la femme. Je suis tenté de vous demander si vous êtes vraiment féministe, mais je ne voudrais pas vous poser cette question. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis féministe. Ah, d'accord. Je suis féministe, mais je ne suis pas, comment dirais-je, je ne suis pas une radicale obtuse. D'accord. Ou un radical obtus. D'accord. Vous êtes la présidente de l'Institut national de la femme. Oui. Et moi, j'ai un petit problème avec cette structure. D'accord. Cette structure ne fait que défendre les femmes. Comme s'il n'y avait que les femmes dans la société. Comme s'il n'y avait que des femmes qui étaient brimées. Et quand vous défendez les filles qui sont abusées par les adultes et tout, il y a aussi des petits garçons qui sont abusés par les domestiques, qui sont abusés par les professeurs, qui subissent des choses même beaucoup plus horribles que ce que ces filles-là subissent. Mais est-ce que... Oui, allez-y, allez-y. Mais est-ce que vous ne pensez pas, s'il y a un institut pour défendre les femmes, il faut forcément en avoir un autre pour défendre les hommes aussi? Alors, on va se dire les choses de façon sincère. Oui. Moi, je n'ai pas encore vu. Je sais qu'il y a de la violence contre les hommes. Oui. Parce qu'on le dit. Seulement qu'aucun homme n'est déjà venu se plaindre. Ah, il peut se plaindre chez vous? Il y a des hommes même qui viennent. Oui. On n'a jamais fermé notre porte à un homme. Oui. Mais voici ce qu'il faut comprendre. L'Institut national de la femme est né parce que la violence à l'égard de la femme, elle est pandémique. Donc, on a créé l'Institut national de la femme pour s'occuper de la femme. Quand un homme vient à l'Institut national de la femme se plaindre, nous ne lui fermons pas la porte, nous l'écoutons et nous lui disons, vous avez telle et telle voie de recours. Vous pouvez déposer une plainte à tel endroit, vous pouvez saisir directement le procureur, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Parce que la loi a prévu, la loi avait prévu de façon générale toute forme la sanction de toute forme de violence. Si des lois spécifiques ont été par la suite adoptées et mises en vigueur, c'est parce que la question de la VBG touche spécifiquement la femme. C'est pour ça qu'on a ajouté des choses spécifiques
et que ce n'est plus le code pénal qui est la référence de nous tous. Mais pour un homme, le code pénal est là. Est-ce qu'en la matière, une bonne éducation ne réglerait pas facilement tous ces La problèmes? bonne éducation, c'est ce que nous recherchons. Et c'est pour ça que justement, je disais à madame la journaliste tout à l'heure que on prend les enfants quand ils sont jeunes et à l'école pour justement qu'il y ait une nouvelle génération de jeunes qui soient éduqués au respect de la femme, à la dignité de la femme, au respect de l'égalité, des droits de chacun et à une culture de l'égalité de traitement de la fille et du garçon. Donc, l'Institut national de la femme va orienter l'homme qui se sent, qui a été violenté vers les juridictions compétentes. Mais nous n'allons pas ouvrir un dossier à l'Institut national de la femme pour l'homme. Mais je peux même vous dire qu'il est déjà arrivé qu'un homme soit venu se plaindre. Et quand on a creusé un peu, parce qu'on les écoute attentivement, en réalité, il était surpris par, comment je dirais, la décision que sa femme avait prise de ne plus se laisser tabasser. Donc, en fait, il ne se plaignait pas de violence, mais il se plaignait de la riposte inattendue. La femme l'a battu aussi. La femme a répondu. Elle s'est défendue. C'est ça que lui, il appelait la violence subie. Vous voyez? Donc, comprenons que il y a un problème particulier avec les femmes. À aucun homme, une femme ne dira « Je vais te donner un coup de pied dans ton gros ventre là et puis tu vas accoucher prématurément. » Ça n'arrivera pas à un homme. Ça n'arrivera pas à un homme d'être dans une assemblée. Mais elle peut dire, je vais te donner un coup de pied au niveau de tes bijoux de famille, par exemple. Parce qu'il y en a des femmes qui osent, Madame la Présidente. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment spécifique. Les D'accord. violences dont nous parlons touchent particulièrement les femmes. C'est rare, je ne sais pas, c'est très rare dans notre Bénin ici, qu'on soit dans une assemblée familiale, par exemple, où il y a du monde. Et puis, une femme se fâche et gifle son mari. Mais vous verrez régulièrement des hommes gifler. Vous verrez des beaux-frères tabasser leur belle-sœur. Moi, Estimer qu'ils peuvent tabasser leur belle-sœur parce que leur belle-sœur est la propriété de leur frère, de leur frère et de que leur famille. si elle a besoin d'être corrigée, si le frère n'a pas justement des bijoux de famille assez solides pour la corriger lui-même, qu'ils vont faire ça à sa place pour lui donner une leçon. Ça ne peut pas arriver à un homme. Donc, c'est la spécificité, le fait que la femme est ciblée. La fille et la femme sont ciblées. Depuis qu'ils sont tout petits, c'est ça qui explique qu'on viole des filles à un âge très jeune. Parce que depuis qu'elle est jeune, on estime que c'est une propriété. Merci madame, bienvenue à nouveau sur notre plateau. Moi j'aimerais vous poser des questions, mais sur des cas spécifiques, en tout cas des cas sur lesquels je me pose souvent la question et tout. En tout cas moi j'ai mes réponses à moi, mais j'aimerais savoir pour les autres comment on réagit. Par exemple, quand on parle de battre une femme, pendant qu'il y a une situation comme ça, l'homme la bat sérieusement et tout, comme le cas dont on a parlé tout à l'heure, la dame a riposté. Elle a riposté. Vous conseilleriez quoi normalement aux dames? Riposter en le tapant avec des coups aussi ou en faisant, je ne sais pas, elle doit réagir comment? Ou Voilà. courir directement et aller à l'institut? Par exemple, si c'est tard dans la nuit, elle fait quoi? Si c'est tard dans la nuit, elle va à la police. Bon, déjà, je voudrais clarifier les choses. Nous, on n'encourage pas les femmes à tabasser. On ne peut pas empêcher une femme de se défendre quand l'homme la bat. Parce que ça relève de l'instinct. Oui, naturel. Quand tu as subi, un jour tu te dis, ce coup-là, s'il me le porte, il va me tuer. Donc tu te défends. Nous n'apprenons pas à répondre à la violence par la violence. Mais nous n'empêchons pas une femme de se défendre. Parce que l'objectif que nous tous nous recherchons, c'est qu'il ne lui arrive pas malheur sous les coups de l'homme. Mais ce que nous recommandons dans une situation comme ça, c'est l'éloignement. Si un homme dans la maison te bat, sors. Si tu sens qu'il est devenu violent et que les objets qu'il prend pour te toucher sont des objets qui peuvent atteindre ta Oui, vie, oui. tu t'éloignes, tu sors. Ok. Si s'il a fermé les Les portes, portes, tout ça par que tu exemple. passes, tu cries, tu hurles, tu appelles au secours. Si tu as la chance d'avoir une porte ouverte, tu vas directement à la police. Pourquoi je dis à la police? Bon, si le domicile de ta maman ou de ton frère est le plus proche, tu y vas d'abord.
Mais vous allez à la police pour que après ton mari ne dise pas que tu as quitté le domicile conjugal, des choses comme ça. Tu te couvres, que tu ne sais pas, tu as passé la nuit chez un homme, il ne sait pas, c'est toi seul qui sais où tu étais, etc. Parce que c'est des situations qui enveniment encore, voilà. Merci. Donc, il faut aller. Et nous, il faut nous appeler dès le matin. On peut nous laisser un message WhatsApp que nous allons recueillir dès 8 heures. Si c'est, par exemple, le week-end, si c'est, voilà, aux heures où nous ne travaillons pas. Mais bientôt, nous allons avoir une ligne permanente sur laquelle on peut nous... Voilà, un numéro vert sur lequel on va nous appeler 24 heures sur 24. Mais en attendant, notre 51 07 88 88 est le numéro sur lequel on retrouve, il m'a battu, les photos, le certificat médical qu'on a pris, la convocation, etc. Voilà. Oui, l'autre cas que j'aimerais poser, par exemple, c'est harcèlement en milieu scolaire entre filles. C'est pas un cas de professeur, élève, professeur. C'est par exemple les filles qui ont des goûts pour, je sais pas, les goûts un peu particuliers. Des lesbiennes. Oui, voilà, des lesbiennes. Voilà. Je ne vais pas dire, mais bon. Voilà, une fille qui est intéressée par sa camarade fille et lui dit tout le temps dans l'oreille, peut-être c'est même une voisine de table, elle lui dit tout le temps, ma chérie, j'aimerais qu'on sorte ensemble, qu'on fasse des choses ensemble, mes parents sont riches, je vais te donner ça comme argent de poche, et l'autre dit je ne veux pas, mais elle persiste et lui tend des pièges de temps à autre. Comment est-ce qu'elle doit réagir? Comment est-ce que vous gérez ces cas-là, par exemple? Est-ce que vous en avez connu? Non, à ma connaissance, on n'en a pas connu, mais je sais que ça existe. C'est que, en même temps, nous sommes en train d'évoluer sociologiquement, mais en même temps, c'est difficile parce que là, nous sommes dans un domaine qui reste encore un peu tabou quand même au Bénin, celui de relations entre personnes du même sexe. Une jeune fille qui est harcelée comme ça, moi, je lui conseille d'abord de parler à ses parents. Oui. C'est toujours une couverture que de parler à ses parents, qu'on sache qu'elle est en train de traverser quelque chose. Ensuite, elle parle à l'enseignant. Si elle n'a pas envie de parler à l'enseignant, elle va voir le proviseur, le censeur, je ne sais plus quels sont les noms qu'on donne, les responsables, celui qui est en charge de la sécurité, celui qui est en charge de l'ordre dans la maison. Elle va le voir, lui dire, je suis perturbée, je n'arrive plus à travailler parce qu'il m'arrive telle chose. Il faut qu'elle parle et il faut qu'elle résiste. Mais pour résister, parfois, il ne faut pas être seul. C'est pour ça qu'il faut parler. D'accord. Ma dernière question, c'est par rapport à l'institution elle-même. Avant-dernière question, si vous voulez. Par rapport à l'institut elle-même, dans l'institut, vous dites que vous prenez la lutte contre... Vous travaillez pour protéger les femmes, les droits des femmes, c'est pour lutter contre... Mais au sein de l'institut, même au sein de l'institut, est-ce que ces valeurs-là sont... promues? Est-ce que ces valeurs-là sont mises en valeur? Comment est-ce que ça se passe au sein de l'Institut? Est-ce qu'il y a assez de femmes, plus de femmes que d'hommes? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas de malentendus? Comment est-ce que vous gérez les disputes, par exemple, au sein de votre institut? Comment ça se passe, tout ça? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que certains rituels, si je puis ainsi dire, sont mis en place pour permettre justement de régler, s'il y a des dissensions internes, de pouvoir les régler. Par exemple, on aime bien quand l'un d'entre nous fête son anniversaire, on célèbre. On prend du temps, on se met ensemble, on prend un verre ensemble, on parle de la personne, on fait une carte, on fait circuler une carte sur laquelle chacun met ce qu'il pense de l'autre, etc. Je peux aussi vous dire que au début de l'année 2023, par exemple, on a fait un atelier d'immersion dans lequel on a amené ceux qui étaient déjà là avant que la nouvelle équipe ne vienne. On les a amenés à se connaître, à discuter ensemble et au cours de cet atelier, former ou se doter d'un esprit d'équipe et d'un esprit de travail en équipe. Et nous sommes les garants de la sécurité des femmes, nous sommes les garants de la libération de la parole des femmes
Et forcément, c'est quelque chose que nous travaillons à cultiver en interne. Et que répondez-vous, permettez-moi, aux femmes et aux hommes qui disent que entre femmes, ce n'est pas la paix, ils ne peuvent jamais avoir la paix parce qu'il y a toujours question de rivalité, de je suis plus belle que toi, question de comparaison et de malentendu parce qu'on veut se comparer à chaque fois. Que répondez-vous à ces hommes-là qui disent que dans une société ou dans un institut où il se trouve que des femmes, il ne peut pas avoir de réussite? Je ne vais pas être hypocrite. Je vais dire que la collaboration entre femmes n'est pas toujours facile. Peut-être qu'on met, je ne sais pas comment ça se passe entre les hommes, hein. Je suppose aussi qu'il doit y avoir ce genre de situation. Mais ce que je cultive, ce en quoi je crois, c'est que généralement, c'est une question d'insécurité. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une femme n'a pas confiance en elle-même, à chaque fois qu'une femme n'a pas réalisé quelle était sa valeur, n'a pas compris qu'elle était une personne unique, qu'elle avait un don dans un domaine donné, et que elle ne doit pas se sentir en danger en présence du déploiement par une autre femme de ses dons et de ses talents. Tant qu'on n'a pas cette assurance interne, ça crée des dissensions. Je pense que les femmes chipotent un peu. C'est ça. Je crois que ça fait partie de la nature des femmes. Mais je crois fondamentalement que c'est le sentiment d'insécurité qui fait que des femmes font la guerre à d'autres femmes. Quand tu n'as pas l'assurance que je suis moi, et il y a quelque chose que je sais faire excellemment. Si une autre personne à côté de toi est elle, et qu'elle fait autre chose excellemment, ça ne devrait pas te gêner. Je pense que c'est ça qu'on doit cultiver constamment entre femmes. Moi, on me connaît pour ça. Merci, madame. Madame la Présidente, nous sommes au Bénin et nous savons que généralement, le dialogue prime sur les autres formes de règlement et que nous avons l'habitude d'aller en famille pour régler les problèmes et tout. Et il y a même un adage qui dit qu'un arrangement, même médiocre, vaut mieux qu'un bon procès. Et votre institut, avec tout ce que j'ai entendu, amène plutôt les gens très facilement en justice. Et pour mémoire, je me rappelle qu'entre-temps, j'avais écouté madame, en fait, une femme juriste, qui disait qu'elle recevait beaucoup de plaintes des femmes et que parfois, qu'elle enclenchait la procédure, c'est les femmes même qui venaient encore la supplier d'arrêter le processus parce qu'elles ne voulaient pas voir leur mari en prison. Est-ce que vous ne voyez pas que cet institut peut désorganiser la société béninoise? Non, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, tous nos dossiers ne vont pas devant les juridictions. Il y a des choses qu'on règle, mais il y a des choses pour lesquelles il n'y a aucun règlement n'est envisageable. Quand on rentre dans les histoires de violence, de violence physique, de viol, de harcèlement sexuel et autres, il n'y a pas de discussion à avoir sur ça. Mais quand une femme vient avec problème de garde d'enfants, pension alimentaire, etc., problème de violence économique ou patrimoniale, si on appelle les hommes, en matière d'héritage par exemple, on appelle tous les hommes. Tout le monde vient s'asseoir au siège de l'INF. Les gars, les femmes héritent. Le Code des personnes de la famille l'a dit depuis tel nombre d'années. Elle a le droit d'hériter. C'est vrai, dans vos coutumes, les femmes n'héritent pas, mais la loi dit qu'il faut qu'elle hérite. Donc, donnez-lui sa part. Non, on ne veut pas. Bon, si vous ne voulez pas, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la loi qui le dit. Donc, ceux qui appliquent la loi vont vous faire entendre raison de gré ou de force. Et là, on va en justice. Si notre victime nous dit, je veux aller en justice, je prends le risque d'aller en justice. Vous avez déjà eu des cas, Madame la Présidente? Bien sûr. On a eu des cas. Les questions de pension alimentaire, c'est arrivé. On en a réglé beaucoup. Ils viennent déposer, ils donnent rendez-vous au siège, ils donnent. Mais s'ils s'entêtent, bien sûr qu'on va aller en justice.
Parce qu'un enfant, vous ne pouvez pas avoir un enfant drépanocytaire dont la mère se bat toute seule et puis vous avez les moyens, vous avez un travail et vous dites que vous ne donnez rien. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas désorganiser une famille, mais c'est sauver la vie d'un enfant, lui garantir un avenir. Donc, oui, il y a des choses comme ça. Et puis, l'Institut national de la femme ne s'invite pas dans les maisons. Mais s'il y a une dénonciation grave, si on nous dit on est en train de tuer une femme dans sa maison conjugale, oui, bien sûr qu'on va faire en sorte que la police aille là-bas. Et si c'est confirmé, amener le cas en procédure. Il y a des fois où ne rien faire, c'est donner un très mauvais signal. Ça me rappelle le dossier de la femme qu'on a ligotée, qui est passée sur les réseaux sociaux. Son mari l'a ligotée, déposée comme un fagot, là. Quand on est allé en justice, oui, la dame, elle a dit, je ne veux plus, ça n'a qu'à rester comme ça, on se connaît, il a sa folie passagère périodique, à laquelle je suis habituée. Mais on a dit non. On est allé au bout, on a dit. Alors, dans ce cas, est-ce que cette dame, elle fait pas partie de ceux-là qui disent qu'est-ce que la société va penser de moi? Parce qu'on a comme l'impression que dans notre pays, le Bénin, c'est ces femmes-là, c'est ça qui prime lorsque on doit faire... ça prime dans la mesure où, par exemple, elle n'a pas de moyens, que c'est lui qui pourvoit à leurs besoins. Ça prime dans la mesure où elle sait qu'il y a la belle famille derrière qui ne lui fera pas de quartier. Voyez-vous? Mais nous, ça ne peut pas être passé. Et puis, toute une juridiction va dire, on vous a entendu, on laisse tomber. C'est pas possible. Madame la Présidente, ce sera ma dernière question pour cette émission. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a plus de femmes que d'hommes à l'Institut national de la femme. Pourquoi cela? Pourquoi? Parce que c'est aussi... L'objectif, c'est aussi de promouvoir le leadership féminin. Si nous voulons promouvoir le leadership féminin, ne me dites pas qu'il n'y a pas de femmes capables d'être chef du pôle communication et sensibilisation, chef du pôle juridique, chef du pôle assistance aux victimes. Mais pourquoi il n'y a cette pas concours comme à tous les postes de l'État, les meilleurs viennent ici, ils siègent, hommes ou femmes? Non. En ce qui concerne les chefs de pôle, ils sont nommés. Maintenant, tous les collaborateurs qu'il y a autour des chefs de pôle sont recrutés. Par contre, la nomination fait partie des mesures des mesures temporaires spéciales. Oui. Écoutez, moi j'ai une garde. Mon garde de corps, c'est une femme. Le choix a été fait à dessein? Ça a été fait à dessein. C'est votre choix, c'est l'Institut qui l'impose. Il n'y en avait pas. Je suis promue président de l'Institut national de la femme. Tous les jours, je dis promotion du leadership féminin. S'il y a 2 personnes qui peuvent être gardes du corps, un homme et une femme, que je vois qu'ils ont les mêmes compétences, pourquoi je ne vais pas prendre la femme? C'est comme ça. Donc, pas autrement. Ce n'est pas de la... On ne rejette pas les hommes. Il y a des hommes qui travaillent à l'Institut national de la femme. Mais il faut permettre aux femmes d'exercer des fonctions et de montrer qu'elles sont capables. Les 29 femmes parlementaires, là, elles doivent démontrer la plus-value. Démontrer. Vous avez l'impression qu'elles le font? Justement. Elles le font. Elles le font. Moi, de toute façon, vous allez revenir sur ce plateau, on parlera de leadership féminin. Je travaille avec le caucus des femmes parlementaires. Et je viens d'un atelier sur lequel les femmes parlementaires ont travaillé, elles ont fait des enquêtes, des entretiens au sein des communautés, dans les zones qui sont proches des frontières où il y a de l'insécurité. Ouais. Et l'objectif de l'atelier aujourd'hui, c'est de faire le rapport pour dire qu'est-ce que les femmes ont dit, quelles sont les difficultés de ces femmes-là dans ces zones-là. Elles travaillent, peut-être qu'elles ne sont pas tout le temps sous les feux de la rampe, mais elles travaillent, voyez-vous. Et le moment, je crois que ce qu'il y a à faire, c'est aussi de faire savoir ce qu'elles font. Justement, quand on les invite pour des émissions, elles ne viennent pas. Donc, du coup... Ça m'étonne. Si. Je suis souvent avec elles. Ne mangez pas leur quasi, Madame la Présidente. Je me fais leur avocate. D'accord. C'est votre métier. Voilà. Le loup et la louve, merci.
Merci. Chers amis Heureuse internautes, de n'avoir pas été c'est la mangée. dernière charpente de l'émission Politiquement Féminin de cet après-midi qui consiste à ce que le loup Carles nous fasse le résumé de l'émission. D'accord, merci. Madame Huguette Bokweyan-Kadja, vous êtes venue sur ce plateau, vous êtes la présidente de l'Institut national de la femme. Vous nous avez dit que vous êtes engagée au service de la lutte pour la défense des droits de la femme depuis très longtemps. Ça fait des décennies, vous l'avez fait au niveau de plusieurs institutions avant d'être là où vous êtes aujourd'hui. Et cet institut, vous dites que son existence est pleinement justifiée parce que on peut parler d'inégalité, mais au niveau des femmes, il y a des spécificités et il faut forcément faire un travail pour que la perception change. Et dans ce cadre, non seulement votre institut assiste les femmes, recueille les plaintes, mais essaie d'apporter des solutions, que ce soit juridique ou non. Vous investissez pour que les problèmes soient réglés pour la sécurité de la femme. Depuis quelque temps, votre institut est en campagne de sensibilisation afin d'apporter l'information aux plus jeunes pour qu'ils soient déjà formés à ne pas tomber dans ces bassins, sinon à ne pas brutaliser les femmes quand ils seront plus grands, et que les filles aussi sachent qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent parler, qu'elles peuvent se défendre. Et vous estimez qu'en le faisant ainsi, vous allez davantage protéger les femmes et que dans l'avenir, nous aurons moins de cas à déplorer. Vous nous avez dit qu'il y a déjà une grande avancée dans le domaine parce que depuis que vous avez commencé, ce n'était pas comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où déjà les femmes prennent la parole, les filles prennent la parole pour exposer elles-mêmes ce qu'elles souffrent, ce qui facilite la tâche et qui faciliterait la tâche davantage dans un futur proche. Je crois qu'en quelques mots, j'ai essayé de synthétiser l'essentiel des propos que vous avez servis cet après-midi. Merci. Madame la Présidente, le rendu est fiable? Tout à fait. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire que le combat pour l'égalité des sexes, c'est un combat qui n'est pas dirigé contre les hommes. C'est un combat pour lequel c'est une alliance. Et il faut que hommes et femmes entrent dans une conversation. Peut-être qu'il nous faut encore inventer d'autres cadres pour cette conversation. Une vraie conversation qui ne donnera pas aux hommes le sentiment qu'il y a quelque chose qu'on leur a arraché, mais qui leur donnera le sentiment qu'il y a à côté d'eux des personnes formidables avec lesquelles ils peuvent construire ensemble. Et que cet ensemble, c'est quand on est ensemble pour bâtir une nation, c'est quand on est ensemble avec une diversité de points de vue et une diversité d'appréhension des besoins des hommes et des femmes. C'est quand on met tout ça ensemble qu'on couvre tous les besoins des personnes qui composent une société et qu'on peut vraiment, cette phrase, quand on dit « ne laissez personne derrière », quand on parle d'inclusion dans le développement durable que nous recherchons, c'est cette symbiose-là, c'est cette collaboration-là, c'est elle qui est recherchée par le combat que nous menons pour lever les obstacles qui empêchent de se faire éduquer jusqu'au bout, de pouvoir avancer en toute sécurité, en toute sérénité dans la société où on veut offrir son potentiel, où on veut offrir ses capacités. Et donc, personne ne doit se sentir mis à l'écart, personne ne doit se sentir attaqué ou ciblé. Mais c'est un combat de société qui nous regarde tous. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers internautes, c'est avec cette phrase de la présidente de l'Institut national de la femme que nous mettons en terme à notre émission Politiquement Féminin de ce samedi, où nous avons reçu Madame Huguette Bokweyan-Kadja, présidente de l'Institut national de la femme. Merci à la Louve Billy. Merci Lou Carles. Merci. Restez toujours ESAE Télévision, la meilleure des web télé, et retrouvons-nous dans quelques semaines encore pour une autre actualité. Merci.